Lors de l'hiver rigoureux de 1939 au milieu de la forêt, enneigée de Finlande, une puissante division soviétique, équipée de chars d'artillerie et de milliers de soldats confiants, avançait profondément sur le territoire ennemi. Ils étaient convaincus que la victoire viendrait rapidement comme l'avait promis Staline. Mais seulement quelques jours plus tard, toute cette division disparaît. Pas un grand bruit d'explosion, pas une bataille décisive. Ils ont été complètement anéantis comme s'ils n'avaient jamais existé. Lorsque les troupes les finlandaises avancèrent en Andorre, elles ne trouvèrent que des corps congelés dans la neige, des chars abandonnés et un secret terrifiant que l'histoire officielle s'efforce de cacher. Ce n'était pas seulement une défaite militaire, c'est l'histoire d'une division qui a été effacée de la carte du monde. Bienvenue dans la division soviétique qui a été effacée. C'est un où la vérité est plus glaciale que la neige finlandaise. Au début de janvier 1940, la 44e division de fusiliers soviétiques, composée d'environ 17 000 soldats soutenus par des chars de l'artillerie et des transports mécanisés, marcha dans les forêts gelées de l'est de la Finlande le long d'une étroite route d'approvisionnement connue sous le nom de route de Rahat. Leur mission était simple, secourir la 163e division encerclée près de la ville de Suomussalmi et repousser les forces finlandaises loin de la frontière soviétique. Cela aurait dû être une opération militaire classique avec une force écrasante des nombres supérieurs et un équipement moderne contre un ennemi plus petit et mal équipé. 3 semaines plus tard, des troupes finlandaises en ski avançant à travers les débris de la colonne soviétique trouvèrent quelque chose que les historiens militaires ont encore du mal à expliquer. Des corps congelés dans des positions défiant la physique de la mort des soldats, debout à mi-pas, des officiers assis à des bureaux de campagne avec des stylos encore à la main, des équipages de chars affaissés dans leurs véhicules avec des expressions de terreur figées sur leurs visages. Mais il ne s'agissait pas simplement d'hommes morts de froid ou tués au combat. Beaucoup ne montraient aucune blessure externe. Leurs uniformes étaient intacts. Pourtant, lorsque les médecins finlandais examinèrent les corps, ils trouvèrent des preuves de dommages thermiques internes des tissus brûlés de l'intérieur, comme s'ils avaient été cuits par une source de chaleur invisible malgré des températures avoisinant les moins 40 degrés Celsius. Les véhicules racontaient une histoire encore plus étrange. Les intérieurs des chars étaient noircis et fondus. Les surfaces métalliques étaient déformées comme si elles avaient été exposées à une chaleur extrême. Pourtant, les extérieurs ne montraient aucun dommage dû au feu. Les équipements radio étaient fusionnés en masse méconnaissable, et sur tout le champ de bataille, les soldats finlandais rapportaient les mêmes phénomènes troublants. Une odeur métallique persistante dans l'air, un bourdonnement à basse fréquence qui provoquait des nausées et de la désorientation et la sensation écrasante que la forêt elle-même les observait. L'histoire officielle enregistre cela comme la bataille de la route de Rahat, l'une des victoires finlandaises les plus décisives de la guerre d'hiver. Mais l'histoire officielle ne mentionne pas les corps qui ont disparu entre les passages de reconnaissance, ne laissant aucune trace dans la neige immaculée. Elle ne mentionne pas les rapports de terrain décrivant du sang qui s'est cristallisé en fragments noirs et vitreux comme de l'obsidienne. Elle ne mentionne pas les survivants soviétiques qui ont été retenus pour des débriefings et qui ont ensuite disparu de tous les dossiers militaires, ni les enquêteurs finlandais dont les rapports ont été confisqués et enterrés dans des archives qui restent scellées à ce jour. Pendant 84 ans, le véritable destin de la 44e division de fusiliers est resté l'un des secrets les mieux gardés de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'en 2024, lorsque une expédition de recherche conjointe finlandaise-suédoise, utilisant un radar à pénétration de sol et des capteurs électromagnétiques, découvrit quelque chose enfoui sous le champ de bataille de la route de Rahat, une sphère métallique de 3 pieds couverte de symboles inconnus, émettant des impulsions électromagnétiques mesurables et des vibrations à basse fréquence qui affectent l'activité cérébrale humaine, de manière que la neuroscience moderne ne peut expliquer. Laissez-moi vous montrer ce qui est réellement arrivé à la 44e division de fusiliers soviétiques dans les forêts gelées de Finlande, et pourquoi les soviétiques et les finlandais ont travaillé ensemble pour s'assurer que la vérité n'émerge jamais. La guerre d'hiver a commencé le 30 novembre 1939, lorsque l'Union soviétique a envahi la Finlande après des négociations infructueuses sur des concessions territoriales. Le gouvernement de Staline exigeait que la Finlande cède du territoire le long de l'isthme de Carélie pour éloigner la frontière de Leningrad qui se trouvait dangereusement près à environ 32 km du territoire finlandais. La Finlande a refusé et l'armée rouge a envahi avec une force écrasante. 400 000 soldats,
des milliers de chars et d'avions contre une armée finlandaise d'environ 300 000 avec une armure et un soutien aérien limité. La sagesse conventionnelle était que la Finlande tomberait dans quelques semaines. L'Union soviétique était une superpuissance. La Finlande était une petite nation nordique avec une infrastructure militaire minimale. Mais les soviétiques ont fait une erreur catastrophique. Ils ont sous-estimé le terrain finlandais, les conditions hivernales brutales et le génie tactique de la guerre défensive finlandaise. La Finlande en hiver est l'un des environnements les plus hostiles sur Terre pour la guerre mécanisée. Les températures chutent régulièrement à moins 30 degrés Celsius ou moins atteignant moins 40 degrés Celsius dans les pires conditions. La neige s'accumule en profondeur, mesurant des mètres, pas des centimètres. Des forêts denses limitent la visibilité et la manœuvrabilité. Les lacs et les rivières gèlent complètement, créant un terrain trompeur qui peut supporter l'infanterie, mais pas les véhicules lourds. Les routes sont rares, étroites et facilement bloquées. Les soviétiques avancèrent sur plusieurs fronts, mais leurs colonnes étaient confinées au réseau routier, limité s'étirant en lignes vulnérables de dizaines de kilomètres de long. Les forces finlandaises équipées de skis et connaissant intimement le terrain développèrent une tactique appelée matti, le mot finlandais pour une pile de bois de chauffage. Ils infiltreraient les forêts flanquant les colonnes soviétiques, frapperaient les convois d'approvisionnement pour couper la colonne en segments isolés, puis détruiraient systématiquement chaque segment par des attaques éclairs, des tirs de sniper et des embuscades de petites unités. Les troupes finlandaises en ski étaient des fantômes apparaissant de la forêt pour attaquer disparaissant avant que les forces soviétiques ne puissent réagir, se déplaçant silencieusement à travers un terrain où les troupes soviétiques pataugeaient dans la neige profonde. L'impact psychologique était dévastateur. Les soldats soviétiques commencèrent à craindre les forêts, à voir des menaces dans chaque ombre, à entendre des murmures dans le vent à travers les pins. Voici le contexte officiel de ce qui s'est passé à la route de Rahat. Et dans ce contexte, ce qui s'est produit a un sens militaire parfait, une victoire tactique finlandaise, utilisant des compétences supérieures en guerre hivernale contre une force soviétique surétendue, démoralisée et mal approvisionnée. Sauf que les détails ne correspondent pas tout à fait à ce récit. La 44e division de fusiliers est entrée en Finlande au début de janvier 1940, marchant le long de la route de Raitei vers Suomussalmi, où la 163e division soviétique avait été encerclée par les forces finlandaises. La 44e devait percer les lignes finlandaises et secourir la 163e, puis ensemble, elles repousseraient les Finlandais et sécuriseraient la région. La division avançait en longues colonnes pratiques, standard pour progresser à travers des routes forestières étroites. Infanterie, artillerie, camions de ravitaillement et chars s'étiraient le long de la route à voie unique, avançant lentement à travers la neige profonde. Les forces finlandaises observaient leur avancée et préparaient leur embuscade matti, se divisant en petites unités mobiles qui frapperaient à plusieurs points simultanément. Mais quelque chose se produisit avant le début de l'attaque finlandaise. Les communications radio-soviétiques devenaient erratiques. Des unités rapportaient des pannes d'équipement, de la désorientation parmi les troupes et des phénomènes étranges dans la forêt. Puis le 7 janvier 1940, le contact avec les éléments avancés de la 44e division orientale fut complètement perdu. Pas de la manière progressive à laquelle on pourrait s'attendre à cause de combats ou de ruptures de communication, mais soudainement plusieurs unités devenant silencieuses dans un intervalle de quelques minutes. Les troupes finlandaises en ski approchant de la colonne soviétique pour reconnaissance trouvèrent les premières anomalies. Un poste avancé soviétique, environ 30 hommes positionnés à un carrefour. Les hommes étaient à leur poste des sentinelles, debout des officiers dans la tente de commandement, l'équipement en place. Mais ils ne bougeaient pas. Ils ne réagissaient pas. Ils étaient congelés, mais pas de la manière dont les cordes gèlent lorsqu'ils sont laissés à des températures de moins 40 degrés Celsius. Ils étaient congelés en pleine action, comme si le temps s'était arrêté. Un soldat se tenait avec son fusil à moitié levé, les yeux ouverts, fixant le vide. Un autre était assis en train de nettoyer son arme, les mains positionnées autour du mécanisme de culasse. Un officier d'un fort était à son bureau de campagne, le stylo touchant le papier à mi-mot. Les soldats finlandais s'approchèrent prudemment, pensant que cela pourrait être un piège. Mais en s'approchant, ils réalisèrent qu'il ne s'agissait pas d'hommes feignant la mort. Ce étaient des cadavres congelés, dans des positions que le corps humain ne tient pas naturellement après la mort. Lorsque les médecins finlandais examinèrent les corps, ils ne trouvèrent aucune cause de décès évidente.
Pas de blessures par balle, pas de dommages par éclat, pas de signes d'exposition au gaz. Les hommes semblaient simplement avoir cessé de vivre instantanément sans traumatisme externe. L'examen interne racontait une autre histoire. Des dommages aux tissus compatibles avec une exposition à une chaleur extrême de la chair, cuite des vaisseaux sanguins cautérisés malgré le fait que les corps étaient ventongelés et que les uniformes ne montraient aucune marque de brûlure. À mesure que les forces finlandaises avançaient le long de la route de Raate, elles trouvaient davantage de cas similaires. Des compagnies entières de soldats soviétiques, des milliers d'hommes morts à leur poste. Certains avaient clairement été tués au combat avec des blessures par balles et des dommages causés par des grenades, les pertes normales de la guerre. Mais entrecoupés se trouvaient ces autres morts, ces morts impossibles, où des hommes étaient morts sans cause visible et avec des preuves de traumatisme interne qui n'avaient aucun sens physique. Les véhicules étaient encore plus étranges. Les intérieurs des chars et des camions étaient brûlés non pas à cause d'un feu se propageant dans la cabine, mais à cause d'une chaleur qui semblait provenir de l'intérieur même du métal. Les panneaux de contrôle fondaient les sièges carbonisés, les surfaces métalliques déformées, pourtant la peinture extérieure était intacte, et la neige tombée sur les véhicules était indéformée. L'équipement radio était particulièrement affecté. Chaque radio dans les véhicules touchés était détruite fusionnée en scories comme si elle avait été frappée par une puissante impulsion électromagnétique. Les soldats finlandais commencèrent à signaler d'autres phénomènes. Une odeur persistante dans l'air métallique et électrique, comme l'odeur de l'ozone après un éclair mais plus forte et omniprésente. Un bourdonnement à basse fréquence que certains pouvaient entendre et que d'autres ne pouvaient que ressentir comme une vibration dans leur poitrine et leur crâne. Des nausées, des maux de tête, de la désorientation particulièrement, lorsque les soldats passaient du temps prolongé près des concentrations les plus denses de soviétiques morts. Et puis il y avait les murmures. Plusieurs unités finlandaises rapportèrent avoir entendu des voix dans la forêt. Pas des voix russes appelant à l'aide, mais quelque chose d'autre. Des murmures dans aucune langue reconnue venant de toutes les directions semblant résonner à travers les arbres. Les soldats rapportèrent avoir vu des silhouettes à la périphérie de leur vision, des formes sombres qui disparaissaient lorsqu'on les regardait directement, des mouvements dans les ombres qui ne pouvaient pas être identifiés. Le commandement finlandais attribua initialement ces rapports au stress de combat et aux effets psychologiques de se battre dans des conditions extrêmes. L'esprit humain joue des tours dans le crépuscule sans fin d'un hiver finlandais où l'obscurité dure 20 heures et la forêt devient un labyrinthe d'ombres. Mais les rapports étaient trop cohérents, provenant de plusieurs unités indépendantes sans contact entre elles. Tous décrivaient les mêmes choses, le bourdonnement, les murmures, les silhouettes dans les ombres et la sensation écrasante d'être observé par quelque chose qui n'était pas humain. La bataille de la route de Raat s'est officiellement terminée le 8 janvier 1940 avec la destruction complète de la 44e division soviétique. Les estimations finlandaises évaluent les pertes soviétiques à environ 15 000 tués, soit près de 90% de la force de la division. Ce fut l'une des victoires les plus déséquilibrées de l'histoire militaire. Les forces finlandaises capturèrent d'énormes quantités d'équipements, de chars, de pièces d'artillerie, de camions et d'armes, et elles subirent des pertes relativement légères, peut-être 400 morts. Mais les troupes finlandaises qui combattirent à la route de Raat revinrent changées. Elles ne célébrèrent pas leur victoire. Elles ne racontèrent pas d'histoire héroïque sur leur brillance tactique. Beaucoup refusèrent de discuter de la bataille. Ceux qui prirent la parole la décrivirent non pas comme une victoire militaire, mais comme un cauchemar. Un endroit où la mort n'était pas seulement le résultat de balles et de bombes, mais provenait de quelque chose d'autre, quelque chose qui tuait sans être vu, qui laissait des corps congelés dans des poses impossibles et des véhicules brûlés de l'intérieur. Le renseignement militaire finlandais commença immédiatement à enquêter sur les anomalies. Des rapports de terrain furent collectés, les corps furent examinés, des analyses criminelles de champs de bataille furent menées. Ce qu'ils trouvèrent les perturba suffisamment pour que l'enquête soit classée au niveau les plus élevés. Certains détails furent notés dans des rapports qui ont depuis été partiellement déclassifiés, bien que lourdement expurgés. Ces fragments brossent un tableau troublant. Des corps qui avaient été photographiés lors des premières reconnaissances avaient disparu au moment où les équipes de récupération arrivaient. Ils n'avaient pas été traînés par des animaux et ils n'avaient pas été enterrés par la neige. Ils étaient emmenés tout simplement partis sans trace de sang, sans indication que quiconque ou quoi que ce soit les avait déplacés. Des empreintes de bottes dans la neige commençaient au milieu de clairières sans trace précédente, comme si la personne s'était matérialisée en pleine foulée.
Des flaques de sang s'étaient cristallisées en une substance noire et vitreuse différente de tout sang coagulé que les médecins finlandais avaient vu. Un rapport la décrivait comme ressemblant à de l'obsidienne et conservant une légère chaleur malgré une température ambiante de moins 38 degrés Celsius. La découverte la plus troublante provenait des autopsies réalisées sur des corps ramenés pour examen. Plusieurs montraient d'apprendre des preuves de ce que les pathologistes décrivaient comme des dommages thermiques internes incompatibles avec toute arme connue ou facteur environnemental. Les dommages n'étaient pas uniformes comme des brûlures chimiques ou une exposition aux radiations. Ils étaient localisés sur des organes spécifiques, principalement le cerveau, le cœur et le système nerveux, comme si quelque chose avait ciblé ces systèmes avec une chaleur de précision. Un rapport d'autopsie partiellement déclassifié en 1994 décrit des dommages thermiques aux tissus neuronaux, suggérant une exposition à des radiations micro-ondes à des intensités dépassant de loin tout équipement militaire connu de l'époque. Mais en 1940, la technologie des micro-ondes n'existait guère dans les laboratoires, encore moins comme arme déployée. Le rapport conclut que la cause du décès ne peut être déterminée avec les connaissances médicales disponibles et recommande une étude plus approfondie. Cette étude supplémentaire a apparemment été menée mais reste classée. Les soviétiques étaient prévisiblement plus secrets. Les survivants de la 44e division, ceux qui avaient réussi à sortir de l'encerclement, furent retenus pour de longs débriefings. Beaucoup furent ensuite arrêtés et accusés de lâcheté, de désertion ou de sabotage. Certains disparurent simplement des dossiers militaires comme s'ils n'avaient jamais existé. Les familles s'enquérant de soldats disparus furent informés que les hommes étaient morts héroïquement mais que leurs corps ne pouvaient pas être récupérés. Les documents qui auraient détaillé les derniers jours de la division furent confisqués ou détruits. Les archives militaires soviétiques de cette période montrent des lacunes inhabituelles. Le journal de guerre de la 44e division se termine brusquement le 6 janvier 1940, la veille de l'attaque finlandaise principale. Les entrées ultérieures, qui auraient couvert la bataille elle-même, sont manquantes, avec une notation indiquant que les documents avaient été retirés pour examen de sécurité en 1941 et jamais retournés. Les dossiers du personnel des officiers et des spécialistes affectés à la division montrent des lacunes similaires avec des noms listés, mais toutes les autres informations expurgées ou manquantes. Dans les années 1990, après l'effondrement de l'Union soviétique, certains historiens militaires russes ont tenté d'accéder aux archives liées à la guerre d'hiver. Ils ont découvert que bien que la plupart des batailles aient une documentation extensive, la route de Raate restait étrangement restreinte. Un historien qui a obtenu un accès partiel a décrit avoir trouvé des références à des conditions de champ de bataille anormales et des pertes non standards dans des mémos entre des responsables du NKVD et le commandement militaire, mais les rapports réels auxquels ces mémos faisaient référence n'étaient pas dans les fichiers. Pourquoi les deux camps collaboreraient-ils pour supprimer la vérité sur ce qui s'est passé à la route de Raat ? La motivation finlandaise est compréhensible. Si les anomalies étaient réelles et inexplicables, la publicité sur des morts impossibles et des phénomènes paranormaux nuirait à l'élan moral de leur victoire et soulèverait des questions sur la sécurité des soldats lors des opérations futures. Mieux valait revendiquer une victoire tactique simple et laisser les détails troublants enfouis. La motivation soviétique est tout aussi claire. Admettre que 17 000 hommes avaient été tués par quelque chose d'autre que l'action militaire finlandaise conventionnelle serait une embarras bien pire que d'admettre une incompétence militaire. Si l'histoire officielle disait que les troupes finlandaises en ski avaient contourné et détruit la division, cela pouvait être présenté comme un revers tactique. Mais si la vérité était que des soldats soviétiques avaient été tués par des forces inconnues, utilisant des méthodes inconnues, cela soulèverait des questions sur la capacité militaire soviétique et pourrait révéler des informations sur des armes ou des phénomènes que les deux camps ne comprenaient pas. Pendant 84 ans, la vérité est restée enfouie. Jusqu'en 2024, lorsque les avancées dans la technologie archéologique et le passage du temps ont rendu possible de revisiter le champ de bataille de la route de Raate sans complications diplomatiques. Une équipe de recherche conjointe finlandaise-suédoise apparemment chargée d'étudier les champs de bataille de la guerre d'hiver pour la documentation historique a reçu l'autorisation de mener des sondages le long de la route de Raat en utilisant un radar à pénétration de sol moderne, des capteurs électromagnétiques et des images satellites. L'objectif officiel était de cartographier les restes de champs de bataille et de localiser potentiellement des fosses communes pour une désignation mémoriale appropriée. Ce qu'ils ont trouvé était bien plus significatif.
Le radar à pénétration de sol a détecté des vides géométriques sous le champ de bataille, non pas des formations de cavernes naturelles, mais des espaces structurés des chambres ou des tunnels, disposés en motif, suggérant une construction intentionnelle. Les capteurs électromagnétiques ont enregistré des lectures inhabituelles des anomalies magnétiques, localisées des zones où les boussoles tournaient follement et des concentrations d'activité électromagnétique résiduelles bien au-dessus des niveaux de fond. Des échantillons de sol de certaines zones ont montré une vitrification du sable qui avait été chauffé à des températures extrêmes et fusionné en verre semblable à ce que l'on trouve sur les sites d'essais nucléaires, mais sans aucune signature radioactive. L'analyse chimique a détecté des composés métalliques inhabituels dans le sol qui ne se produisent pas naturellement et ne correspondent à aucun matériel militaire soviétique ou finlandais connu de l'époque. Puis ils trouvèrent le fragment. Un morceau de métal d'environ la taille d'un poing était partiellement enfoui dans un sol qui n'avait pas été perturbé depuis 1940. Le fragment était chaud au toucher malgré le fait qu'il soit enterré dans un sol gelé. Il montrait des marques d'usinage suggérant une construction artificielle, mais le métal lui-même était un alliage qui ne pouvait être identifié par une analyse métallurgique standard. Il émettait une faible mais mesurable impulsion électromagnétique, un motif régulier, semblable à un battement de cœur pulsant toutes les 17 secondes. L'équipe traça la source du signal plus profondément, utilisant le fragment comme guide. Environ 8 mètres sous la surface, leur radar à pénétration de sol détecta un objet plus grand, une sphère d'environ 1 mètre de diamètre, enfouie dans ce qui semblait être une chambre construite délibérément. Une autorisation fut obtenue pour une excavation limitée, et ce qu'ils découvrirent reste encore à expliquer complètement. La sphère était métallique, sans soudure, sans joint visible ni point d'accès. Sa surface était couverte de symboles ni russes ni finlandais, ne correspondant à aucun système d'écriture connu. Le métal correspondait à l'alliage indéfinissable trouvé dans le fragment à proximité, et l'objet était clairement actif, émettant des radiations électromagnétiques à travers plusieurs fréquences, y compris des fréquences extrêmement basses dans la plage de 1 à 10 Hz connue pour affecter l'activité cérébrale humaine. Lorsque les chercheurs approchèrent un équipement EEG portable de la sphère, ils détectèrent que ces émissions pouvaient entraîner des ondes cérébrales humaines, forçant l'activité neuronale à se synchroniser avec la fréquence de pulsation de la sphère. Cet effet d'entraînement était le plus fort dans un rayon d'environ 50 mètres autour de la sphère et pouvait provoquer désorientation, nausées, troubles visuels et dans certains cas de brèves périodes d'inconscience correspondant exactement aux symptômes rapportés par les soldats finlandais en 1940. La sphère émettait également de la chaleur non pas uniformément mais par pulsations synchronisées avec ses émissions électromagnétiques. L'imagerie thermique montrait que la température de surface fluctuait entre ambiante et environ 60 degrés. Celsius en cycle régulier. Le mécanisme n'était pas clair, mais la puissance énergétique était mesurable et significative, et la signature thermique était indiscutable. Les implications sont stupéfiantes. Si cette sphère était présente et active en janvier 1940, elle pourrait expliquer presque tout ce qui a été documenté mais jamais expliqué à propos de la bataille de l'Eure. De la route de Raat, un champ électromagnétique suffisamment fort pour perturber les communications radio et désactiver les équipements électroniques. Des impulsions à basse fréquence capables d'affecter la fonction cérébrale humaine, provoquant des orientations, hallucinations et potentiellement même la mort par perturbation du contrôle neuronal des fonctions vitales. Des pulsations thermiques qui pourraient causer un chauffage interne des tissus ou des métaux sans combustion externe. Une colonne soviétique marchant à travers la zone d'effet de la sphère aurait subi une perturbation neurologique progressive, confusion, désorientation et finalement effondrement et mort à mesure que les cerveaux des soldats perdaient la capacité de maintenir des fonctions vitales de base. Les équipements radio échoueraient. Les soldats signaleraient des hallucinations, des murmures, des silhouettes, des ombres. Ceux qui étaient les plus proches de la sphère pourraient mourir presque instantanément congelés en pleine action, alors que leur activité neuronale était complètement perturbée. D'autres plus éloignés pourraient ressentir des effets moins graves, mais seraient tout de même rendus inefficaces au combat, les rendant des cibles faciles pour les forces finlandaises opérant en dehors de l'influence de la sphère. L'incendie des intérieurs de véhicules pourrait être expliqué par les pulsations thermiques, les structures métalliques agissant comme des conducteurs et concentrant la chaleur à l'intérieur des espaces clos. Une odeur métallique et un sentiment tangible d'électricité dans l'air seraient cohérents avec de forts champs électromagnétiques. Les corps qui ont disparu pourraient avoir été affectés par des effets que nous ne comprenons toujours pas
ou ils auraient simplement été enlevés par ceux qui ont enterré la sphère en premier lieu. Mais cela soulève plus de questions que cela n'en résout. Qui a enterré la sphère? Quand a-t-elle été enterrée? Avant la bataille ou après? A-t-elle été placée délibérément comme une arme? Ou était-elle déjà là un vestige de quelque chose d'ancien qui a été activé par la présence de l'armée soviétique? Pourquoi cela n'a-t-il pas affecté les troupes finlandaises qui ont ensuite occupé le même terrain? Ou cela l'a-t-il fait, mais moins sévèrement parce qu'elles étaient plus dispersées et se déplaçaient rapidement? Plutôt que de camper sur place, les gouvernements finlandais et suédois ont classé la plupart des détails de la découverte de 2024. La sphère elle-même a été retirée vers une installation sécurisée pour études. L'équipe de recherche a été interdite de publier la plupart de ses découvertes avec des déclarations officielles décrivant seulement des caractéristiques géologiques intéressantes et des restes de champs de bataille. Pourtant, suffisamment d'informations ont fuité à travers des réseaux académiques pour confirmer que quelque chose d'extraordinaire a été trouvé, quelque chose qui remet en question notre compréhension de la guerre d'hiver et possiblement notre compréhension de la technologie elle-même. Que s'est-il passé avec la 44e division soviétique à la route de Raate en janvier 1940? L'histoire officielle dit qu'elle a été vaincue par le génie tactique finlandais en guerre d'hiver, et c'est partiellement vrai. Les tactiques finlandaises Moti et les troupes en ski ont attaqué la colonne et infligé des pertes. Mais la majeure partie des pertes de la division, les milliers d'hommes qui sont morts sans blessure, les soldats congelés en pleine action, les véhicules brûlés de l'intérieur, les anomalies électromagnétiques et les effets neurologiques, suggèrent que quelque chose d'autre opérait sur ce champ de bataille, quelque chose que ni l'un ni l'autre des camps ne comprenaient, et que les deux ont choisi d'enterrer plutôt que de reconnaître. Que ce soit une arme, un accident de technologie ou quelque chose d'autre entièrement reste inconnu. La sphère suggère une construction intentionnelle, mais par qui et dans quel but, nous ne pouvons pas le dire. Sa présence sous un champ de bataille qui n'existerait que 80 ans plus tard semble trop coïncidente, à moins qu'elle n'ait été placée là délibérément, mais par qui et avec quelle connaissance préalable. Le mystère de la route de Raate n'a pas été résolu par la découverte de 2024. Il a été approfondi, élargi en questions sur la technologie, la guerre et les couches cachées de l'histoire que les archives officielles ne capturent pas. Quelque part dans des archives scellées à Helsinki et à Moscou se trouvent des documents qui pourraient expliquer davantage. Il pourrait y avoir des survivants qui connaissent la vérité, mais qui ont été réduits au silence il y a des décennies. Et quelque part sous les forêts gelées de l'est de la Finlande, il pourrait y avoir d'autres sphères, d'autres dispositifs, d'autres vestiges de quelque chose qui a opéré sur ce champ de bataille durant l'hiver 1940 et a tué 17 000 soldats soviétiques, de manière que la science moderne commence à peine à comprendre. La 44e division soviétique a marché en Finlande et a été massacrée par quelque chose d'inconnu. Cela c'est certain. Ce que c'était, et si cela est toujours là attendant sous la neige, est la question qui hante tous ceux qui connaissent la véritable histoire de la route de Raate.